Proxima Centauri est une étoile de faible masse appartenant à la constellation australe du Centaure. Elle se trouve à 4,24 années-lumière de la Terre. Si vous disposiez d'un laser suffisamment puissant, il faudrait 4,24 années à un faisceau lumineux pour atteindre cette étoile. Lorsque vous regardez cette étoile, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans. L'objet le plus rapide jamais construit par l'homme est la sonde spatiale Voyager. Elle voyage à plus de 56 000 km/h, mais même à une vitesse aussi extrême, il lui faudrait des milliers d'années pour atteindre l'étoile. Le seul moyen pratique d'y parvenir est de voyager plus vite que la lumière, ou FTL en abrégé. Selon Einstein, une règle fondamentale de l'univers est que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Nous sommes en 2037, l'année où nous avons enfreint cette règle. Mais à quel prix? Je m'appelle James Anderson. J'ai servi dans l'armée de l'air pendant 15 ans et j'ai toujours été considéré comme le meilleur élément de l'armée. Il y a 2 ans, j'ai reçu une invitation de la NASA pour participer à un projet révolutionnaire. La NASA avait toujours été mon rêve. Enfant, je me déguisais en astronaute pour Halloween et je lisais presque tous les livres sur les astronautes et l'histoire des vols spatiaux. Rejoindre l'armée de l'air était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, et j'ai fini par beaucoup aimer ça. J'ai été affecté à la base aérienne d'Edwards en tant que pilote d'essai pour des avions de combat expérimentaux. Le directeur du projet était le Dr Robert Butler. C'était un homme grand, roux, doté d'une intelligence qui aurait rendu Einstein jaloux. Il m'a personnellement invité à participer à son projet. J'ai accepté presque immédiatement lorsqu'il m'a appelé et nous avons organisé une réunion pour discuter des détails. Nous nous sommes rencontrés dans un immeuble de bureau banal au centre de Bethesda, dans le Maryland. Le bureau de Robert était probablement la pièce la plus propre que j'avais jamais vue. Il avait un immense bureau en acajou avec un écran d'ordinateur qui occupait presque la moitié de la pièce dans un coin. Derrière lui se trouvait une bibliothèque remplie de livres et de maquettes d'avions. L'air était imprégné de l'agréable parfum de l'encens qui brûlait de l'autre côté de la pièce. Robert m'a serré la main et m'a invité à m'asseoir. « Bonjour James, merci de m'accorder un entretien aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Je suis impatient de découvrir les opportunités qui s'offrent à moi, ai-je répondu avec enthousiasme. Commençons par les formalités afin de pouvoir passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, je dois vous faire signer un accord de confidentialité, car ce projet est classé top secret, a-t-il poursuivi. Robert me tendit un épais document. Comme je m'y attendais, il s'agissait de l'accord susmentionné. J'en avais signé des milliers par le passé, je savais donc ce que j'avais à faire. En substance, il stipulait que toute discussion du projet avec une personne extérieure à celui-ci serait considérée comme une trahison. Je signai rapidement le document avec le stylo plume coûteux qui se trouvait sur son bureau, m'attendant presque à ce qu'il bondisse de son siège pour me dire qu'il s'agissait d'un stylo de présentation. Il n'en fit rien. Je lui rendis le document et le stylo. Je le remerciai et lui demandai. « Alors, quel est ce projet révolutionnaire dont vous parlez ? Connaissez-vous le physicien théoricien Miguel Alcubierre ? Demanda Robert, l'air curieux. J'ai lu des articles sur lui. Il a imaginé un moyen de voyager plus vite que la lumière, mais cette théorie a été réfutée il y a longtemps. Rétorquai-je. Robert s'est calé dans son fauteuil et a poursuivi. Et si je vous disais que nous avons récemment révisé ces travaux et les avons mis en pratique ? Une autre question m'est venue à l'esprit. Le moteur FTL de Miguel nécessitait une puissance considérable pour fonctionner. Rien au monde ne peut produire autant d'énergie. Oui, James, c'est une question légitime. Les scientifiques du Grand Collisionneur de Hadron du CERN ont trouvé un moyen de produire de grandes quantités d'antimatière. Nous en avons produit suffisamment pour un aller-retour vers Proxima Centauri, avec même un peu en réserve. Répondit-il. Alors, vous avez construit un vaisseau ? Demandai-je. Oui. Nous l'avons baptisé Trieste, en référence au sous-marin piloté par Jacques Piccard qui a atteint les profondeurs les plus extrêmes de l'océan. Cela nous a semblé le nom le plus approprié, répondit Robert. Je me sentais tout petit face à quelque chose qui me dépassait largement. J'allais avoir la chance de façonner l'avenir de l'humanité et d'influencer de nombreuses générations à venir. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse lorsque je posai la question. À quelle vitesse va-t-il ? D'après nos calculs, le Trieste peut atteindre une vitesse maximale de 32,47 fois la vitesse de la lumière. Et tu seras son pilote. Il répondit comme s'il avait attendu cette question depuis le début. Avant que je puisse lui demander la date du vol,
il me tendit un contrat décrivant l'ensemble du projet. Après avoir signé le contrat, Robert m'a trouvé un endroit où vivre et m'a tendu la main. Je l'ai serré et je suis parti m'installer dans l'appartement qu'il m'avait trouvé. Une semaine plus tard, Robert m'a invité dans une grande salle de conférence pour rencontrer les autres personnes qui allaient m'accompagner dans ce vol pionnier. Il a appelé 4 personnes à se mettre en ligne, toutes à la pointe de leur domaine et désireuses de changer le cours de l'histoire. La première personne qui m'a été présentée était le docteur Pravena Cook, l'ingénieur. Pravena avait conçu et participé à la construction du réacteur et du moteur FTL. C'était une femme menue, mesurant un peu plus d'1,50 m, avec de longs cheveux bruns, âgée d'une trentaine d'années. Elle compensait sa petite taille par son intelligence. La personne suivante qui m'a été présentée était le docteur Haruto Moon. Le docteur Moon était médecin. C'était un homme grand, aux cheveux courts, vêtu d'un costume. Il était récemment en lice pour devenir chirurgien général, et la NASA avait sauté sur l'occasion pour l'inviter. J'ai ensuite rencontré la scientifique en chef, le docteur Elizabeth Murphy. C'était l'une des plus belles femmes que j'avais jamais vues. Ses yeux étaient comme des diamants. J'étais fasciné par son visage souriant jusqu'à ce que l'homme à côté d'elle s'éclaircisse la gorge. Je lui ai serré la main, puis celle de l'homme, et je suis sorti de ma transe. C'était le commandant du Trieste, le colonel Edward Thompson. Thompson ne ressemblait en rien au colonel avec lesquels j'avais travaillé au fil des ans. Il était petit et mince, et donc pas très intimidant. Je lui ai néanmoins témoigné le respect qui lui était dû. Avant que nous ayons fini de nous serrer la main, il s'est penché vers mon oreille et m'a murmuré. « J'ai vu comment vous regardiez Elisabeth. Cette mission n'a rien à voir avec ça, alors si vous pouviez garder vos mains dans vos poches, tout se passerait bien. » J'acquiesçai avant de rejoindre la file derrière lui. Robert nous tendit à chacun une coupe de champagne et proposa un toast. À de nouveaux horizons? Nous trinquâmes tous et commençâmes à faire connaissance. Le lendemain, c'était la journée d'orientation. Nous nous sommes tous retrouvés dans la même salle de conférence. C'est ce jour-là que j'ai enfin pu voir le Trieste. Même s'il ne s'agissait que d'une image sur le mur, j'avais l'impression de regarder le vrai vaisseau. À l'avant se trouvait une grande structure sphérique qui servirait probablement à tout contrôler. Derrière la sphère, on pouvait distinguer ce qui semblait être un réseau de communication. Puis, pris en sandwich entre 2 anneaux gigantesques, se trouvait le réacteur. Ces anneaux constituaient l'élément principal du moteur FTL. À l'arrière du vaisseau, derrière cette structure, se trouvaient les moteurs principaux assurant la propulsion standard. Le réacteur était flanqué de 2 réservoirs de carburant cylindriques. L'un contenait de l'antimatière et l'autre de la matière. Ces 2 substances émettent d'énormes quantités d'énergie lorsqu'elles sont combinées. Le réacteur contrôlait ce processus et convertissait l'énergie. Robert commença par expliquer pourquoi il avait choisi Proxima Centauri. Comme vous le savez peut-être déjà, Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Cela en fait une excellente candidate pour ce projet. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous l'avons choisie. Depuis un peu plus de 40 ans, cette étoile émet des rafales d'ondes radio à très haute énergie. Une fois analysé, le signal semble aléatoire. Il s'agit en fait de simples rafales de parasites. Les étoiles n'émettent-elles pas toutes sortes d'ondes? Demandai-je. Oui, James, tu as raison. Ce qui est remarquable, c'est qu'elles se produisent toutes les heures, à la minute près. Comme si cela ne suffisait pas, chaque rafale est parfaitement identique. Il poursuivit. La pièce fut plongée dans le silence, tout le monde était sous le choc. Robert gloussa. C'était exactement ma réaction. Votre mission consiste à vous rendre sur cette étoile, à l'étudier à l'aide du matériel que vous emportez avec vous et à découvrir l'origine de ces signaux. Je souris en voyant la joie sur le visage d'Elisabeth. Les étoiles étaient son domaine d'étude. Robert a commencé à répondre à nos questions. Certains détails importants ont retenu mon attention. Le Trieste est encore en construction en orbite, il lui faudra 1 mois et demi pour atteindre l'étoile à vitesse maximale, et notre départ est prévu 1 an après un entraînement rigoureux. Une fois la séance d'orientation terminée, je suis rentré chez moi. Au cours de cette année, la NASA a poussé mon corps à ses limites absolues. Je n'avais jamais été poussé à bout comme ça auparavant, même pendant mon service dans l'armée de l'air. Lors d'une simulation, j'ai été installé dans un fauteuil fixé à un dispositif qui tournait à une vitesse incroyable pour simuler les forces G. Une autre fois,
J'ai été placé dans une chambre sous haute pression atmosphérique pendant plusieurs heures afin d'observer ma réaction au changement. Après avoir subi de nombreux tests de ce type, mes coéquipiers et moi étions prêts à partir. Le jour du lancement était arrivé. Il s'agissait d'une mission top secrète, donc, curieusement, le trajet jusqu'à la fusée Soyouz qui allait nous emmener dans l'espace s'est déroulé sans la présence de journalistes. Je n'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à qui que ce soit, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles j'avais été sélectionné pour cette mission, étant donné qu'il y avait un risque réel que le vaisseau explose. La fusée Soyouz s'est mise en marche dans un grondement assourdissant, nous propulsant violemment vers le haut. Je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise dans un siège aussi confortable. Finalement, le grondement s'est arrêté et j'ai eu l'impression d'être en apesanteur. Quelques instants plus tard, Elisabeth a poussé un cri d'excitation. « Regarde !» J'ai regardé par le hublot. Devant moi se trouvait le Trieste, dans toute sa splendeur. Il était entouré d'échafaudages qui avaient servi à sa construction. La capsule s'est arrimée au navire et nous sommes montés à bord. Devant moi se trouvait le centre de commande, équipé des technologies les plus avancées dont disposait l'humanité. À l'avant se trouvait une grande console, ma console, qui servait à la navigation. Le navire était soumis à la gravité, mais je ne savais pas comment cela fonctionnait. J'ai traversé la pièce spacieuse pour me rendre à ma console afin de l'examiner. À ma gauche se trouvait un petit joystick similaire à ceux que l'on trouve dans les salles d'arcade. Il servait à contrôler les propulseurs de réaction qui dirigeaient le navire. Il y avait également un système de caméra qui me permettait de voir où nous allions. Juste devant moi se trouvait une vaste carte céleste qui me permettait de voir notre position et de tracer notre route. La carte était recouverte des commandes simples du moteur FTL. Pravena s'occupait naturellement des aspects plus complexes. À ma droite se trouvait une simple manette pour les moteurs principaux et un écran multifonction affichant des informations telles que la puissance et la vitesse. Le colonel Thomas cria. « Très bien, tout le monde à son poste. » Pravena et Elisabeth prirent place de chaque côté de moi. Le poste d'Elisabeth lui donnait accès à l'ensemble des capteurs et des scanners installés sur le vaisseau. Elle pouvait ainsi étudier les étoiles. Je ne savais pas comment fonctionnait la console de Pravena, car elle était trop complexe pour moi. À ce moment-là, mon travail consistait à m'assurer que le système de navigation était aligné et que les moteurs étaient prêts à démarrer afin que nous puissions partir. Nous avons passé 2 heures à nous préparer pendant que l'échafaudage autour du vaisseau était démonté. Robert a appelé par radio. « Tout va bien de notre côté. Vous pouvez y aller quand vous êtes prêt. » « Merci, Robert. Nous vous contacterons lorsque nous serons prêts à passer en vitesse lumière, » a répondu le colonel. « James, emmène-nous, » a-t-il ordonné. J'ai tapé sur ma console pour démarrer les moteurs, et le vaisseau a pris de la vitesse. Grâce à la gravité artificielle, nous ne pouvions pas le percevoir. En cas de catastrophe, le vaisseau devait être loin de la Terre. Si le vaisseau explosait, cela équivaudrait à 500 mégatonnes de TNT. Les moteurs étaient incroyablement puissants. Une caméra me permettait de voir derrière le vaisseau et je pouvais voir la Terre devenir de plus en plus petite. Finalement, nous sommes sortis de portée. J'ai coupé les moteurs et laissé le Trieste dériver. Nous sommes en position, monsieur, ai-je informé Thomas. Il a relayé l'information au centre de contrôle. Ça y est, tout le monde. Chargez les anneaux, James, a-t-il ordonné. Je lança la séquence de charge et le navire se mit à bourdonner tandis que les anneaux rugissaient en s'animant. En regardant l'écran, je vis qu'il restait 2 minutes avant la charge. 2 minutes avant la charge, criai-je avec excitation. Il régnait une atmosphère à la fois anxieuse et excitante. Tout le monde était inquiet. Mon panneau devint vert lorsque les bobines finirent de se charger. Le colonel le savait et prit place. Après le clic de son harnais, il s'adressa à l'équipage. Quoi qu'il arrive, vous avez tous fait honneur à ce pays. James, lancez l'opération. J'acquiesçai et obéis, un large sourire aux lèvres. Nous entendîmes une forte décharge d'énergie. Des couleurs éblouissantes envahirent notre champ de vision lorsque nous regardâmes par le hublot avant. Puis, un silence inquiétant s'installa. Reprenant mes esprits, j'étudiai le tableau de bord devant moi. On tient bon à 24,5 degrés Celsius. On est stable ? M'écriai-je. Une vague de soulagement nous envahit tous avant que nous commencions à célébrer. Ce que je voyais par le hublot était difficile à expliquer. C'était comme si nous volions à travers un tunnel de lumière bleue. Pravena vérifia rapidement le moteur pour s'assurer qu'il n'y avait aucun problème,
mais elle n'en trouva aucun. Nous nous sommes tous rassemblés dans le mess pour manger pendant que le docteur Moon s'examinait et examinait le reste d'entre nous pour détecter d'éventuels effets négatifs de notre passage à la vitesse de la lumière. À sa grande surprise, nous avions tous l'air en parfaite santé. Le dîner était un poulet lyophilisé dégoûtant qui avait l'aspect et le goût du caoutchouc. Malgré cette cuisine horrible, nous étions tous aussi heureux que possible. À ce moment-là, nous venions d'entrer dans l'histoire. C'était le but de toute vie humaine. Nous étions fiers. Bientôt, il fut temps de dormir pour le long voyage qui nous attendait. Thomson conduisit l'équipage dans la chambre à coucher et nous nous installâmes dans nos capsules. Celle-ci était programmée pour nous réveiller 5 heures avant notre arrivée à Proxima Centauri. Pravena vérifia méticuleusement les systèmes avant d'entrer dans sa capsule. Elle ne voulait pas qu'il y ait de problème pendant notre sommeil. Lorsque ma capsule se referma, je me sentis claustrophobe, mais je m'endormis doucement. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, aveuglé par une lumière éblouissante. Le docteur Moon et Elizabeth, avec ses beaux yeux, se tenaient au-dessus de moi. Elle m'a souri et m'a dit « Nous sommes arrivés, James ». Je me suis lentement redressé et je suis sorti de ma capsule. Les 2 autres membres de l'équipage étaient également réveillés. Le docteur Moon m'a donné une pilule pour m'aider à me remettre de mon long repos. Thomas m'a demandé où nous étions. Marcher jusqu'à ma console me semblait un peu étrange, comme si j'apprenais à marcher pour la première fois. La console indiquait une heure d'arrivée prévue de 4 heures, 13 minutes et 53 secondes. Je me suis tourné vers le docteur Moon. Je croyais que nous devions nous réveiller dans 5 heures, pas dans 4 heures et quart. Vous avez raison. Nous avons eu un petit problème avec votre capsule. Elle ne s'ouvrait pas, a-t-il répondu, l'air inquiet. L'équipage et moi avons passé les 4 heures restantes à vérifier les systèmes et à manger. Cette fois, c'était du poisson, aussi caoutchouteux que le poulet. Finalement, il était temps d'arrêter le moteur, car nous étions arrivés. Je l'ai éteint et le vaisseau s'est immobilisé. Dehors, une lumière aveuglante nous enveloppait. Je regardais une autre étoile. La gravité de ce que nous venions d'accomplir m'a alors frappé de plein fouet. Je ne pense pas avoir été le seul à ressentir cela. Thomson a crié une instruction. « Mettez-nous en orbite autour de l'étoile, James. » Avec un sourire permanent sur le visage, je lui ai répondu et j'ai utilisé ma console pour allumer les moteurs et nous mettre en orbite. « Pouvons-nous filtrer toute cette lumière aveuglante ?» a demandé Thomson à l'unanimité. Elizabeth a pris la parole. « La fenêtre en a un. Je vais l'activer. » Quand elle a activé le filtre, mon cœur a frappé le plancher avec un bruit sourd. J'ai observé l'étoile se couvrir de structures vertes ressemblant à des vignes. Elle semblait presque organique. Proxima Centauri semblait vivante. Elle palpitait visiblement. J'étais terrifié par ce spectacle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas à ça qu'une étoile est censée ressembler. S'est exclamé Thomson, sous le choc. Elizabeth a tapé sur son panneau avec détermination. Elle conclut que, d'après l'analyse spectrographique, l'étoile était bien organique. Son analyse ne révéla rien qui suggérait qu'il s'agissait d'une étoile d'une autre classification que celle de la lumière aveuglante qu'elle émettait. Comment avons-nous pu ne pas voir cela sans instrument depuis la Terre? Je conclus qu'elle est capable de les tromper d'une telle distance, dit-elle. Elizabeth nota cela avec une expression perplexe. Je ne comprends pas comment c'est possible. Combien de temps avant la prochaine impulsion radio? Demanda Thomas. 5 minutes, répondit-elle en vérifiant son panneau. Pendant que nous attendions, j'étais nerveux comme jamais. Les 5 minutes passèrent. L'impulsion radio vint et repartit. Je ressentis un léger picotement, mais cela n'avait rien de grave. Nous surveillions le signal qui, selon Elizabeth, était identique aux impulsions précédemment enregistrées. « Que pensez-vous de tout cela, Dr Moon ?» demanda le colonel sans détourner le regard. Moon ne répondit pas. J'entendais un sifflement faible et aigu provenant de sa direction. Le colonel le remarqua également et se retourna. Le docteur Moon était complètement immobile. Pensant qu'il était simplement perdu dans ses pensées, Thomson cria. « Dr Moon ?» Ce qui s'est passé ensuite est la chose la plus troublante et effrayante que j'ai jamais vue. Et cela venait d'un soldat comme moi. Le docteur Moon a commencé à convulser violemment avant de se transformer lentement en quelque chose. Ses bras, ses jambes, ses doigts et ses orteils ont tous doublé de longueur, et son cou s'est allongé. Des dents acérées ont émergé de ses gencives et ses dents existantes se sont brisées en pointes acérées.
Sa mâchoire s'est alors détachée de son crâne, lui donnant une gueule béante et terrifiante. L'un des panneaux derrière lui m'a permis de voir son dos. Celui-ci s'est fendu, exposant sa colonne vertébrale, et de longues pointes irrégulières ont jailli de chaque vertèbre, comme celles d'un dinosaure. Des pointes similaires dépassaient également de toutes les articulations de son corps. Sa peau est devenue vert foncé et s'est déchirée, exposant ses os et ses muscles puissants. Il ne restait plus rien de reconnaissable. Je courus vers Elisabeth et lui saisis le bras pour la mettre en sécurité. Pravena nous suivit, mais le colonel Thomas, paix à son âme, n'eut pas cette chance. Moon, ou du moins ce que nous pensions être Moon, se jeta sur lui avec un cri aigu et surnaturel et enfonça ses deux bras dans la poitrine du colonel à l'aide des pointes qui recouvraient ses jointures. Thomas n'émit aucun son, il s'affaissa, les bras pendants. Son corps immobile fut soulevé du sol. Je grimaçai d'horreur. Il y eut une explosion de sang et de chair lorsque la créature déchira le colonel Thomas en deux avec ses bras. Ses entrailles ensanglantées furent projetées dans toute la pièce. Au cours de toutes mes années de service militaire, je n'avais jamais rien vu d'aussi perturbant. Sans avoir le temps de pleurer notre camarade tombé au combat, nous nous sommes réfugiés dans le mess, avons fermé la porte et l'avons verrouillée. Les deux filles sanglotaient. Aucun d'entre nous ne voulait parler de ce qui venait de se passer ni de ce qui avait pu causer cela. Pravena, toujours en sanglotant, a déclaré « Nous devons le tuer ». Personne n'avait pensé à apporter des armes pour cette mission d'exploration, car rien de tel n'avait jamais été prévu. Nous avons repris nos esprits, et j'ai ouvert la porte. Moon faisait les 100 pas dans la pièce et m'a remarqué. Il a poussé un autre cri strident et s'est précipité vers moi. Je me suis précipité à l'intérieur juste à temps, et Nous nous sommes tous les trois ressaisis, puis j'ai entrouvert la porte. Moon faisait les 100 pas dans la pièce et m'a remarqué. Il a poussé un autre cri strident et s'est précipité vers moi. Je suis rentré juste à temps et il s'est mis à frapper sans relâche contre la porte. Essayez de trouver quelque chose qui puisse me servir d'arme, ai-je dit frénétiquement. J'ai dit frénétiquement. On n'en aura peut-être pas besoin. Le sas principal se trouve dans la pièce d'en face. Il y a une console dans la salle de communication en face de cette porte qui permet de l'ouvrir, dit Pravena, encore tremblante de peur. Dit Pravena, encore tremblante de peur. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé la créature debout au milieu de la pièce, au-dessus du colonel, comme si elle admirait sa dernière proie. Je lui ai lancé un morceau de métal et elle a sauté à l'endroit où il a touché le sol. Rassemblant toute la force et la détermination dont j'étais capable, je me suis précipité vers la porte de la salle des communications. La créature m'a vu et s'est approchée à quelques centimètres de moi, mais j'ai réussi à atteindre la porte et à la fermer derrière moi. Moon, comme s'il savait ce qui allait se passer, frappa encore plus fort qu'avant, presque désespérément. J'augmentai la pression à l'aide de la console auxiliaire et fis exploser le sas. L'environnement à l'extérieur de la porte ressemblait à un tunnel aérodynamique. Les coups cessèrent. Je pouvais l'entendre gratter frénétiquement le sol, puis émettre un bruit de souffle puissant alors qu'il s'envolait, impuissant. Je refermai le sas et le pressuris. Lorsque j'ouvris la porte, la créature et le colonel avaient disparu, laissant de profondes traces de griffes dans le sol autour du sas. À ma grande horreur, je levai les yeux et vis que la passerelle de commandement avait été complètement saccagée. Toutes les consoles avaient été détruites et étaient inutilisables. Nous étions à la dérive, sans aucun moyen de contrôler le vaisseau. J'appelai les filles dès que je pus le faire en toute sécurité. Elles ont toutes deux eu l'air choquées en voyant le carnage. « Pouvons-nous activer le moteur depuis la salle des réacteurs ?» ai-je demandé à Pravena. « Oui, mais nous n'aurions aucun contrôle sur la navigation », a-t-elle répondu d'un ton sceptique. Nous nous sommes précipités vers la salle de contrôle des réacteurs. La pièce était différente du reste du vaisseau. Elle avait un design industriel. Pravena a essayé de recharger les anneaux avant une nouvelle explosion. Il était impossible de savoir lequel d'entre nous allait se transformer en cette chose. Ses doigts tapotaient à un rythme effréné. Elle se figea. « Non, 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 non » hurla Pravena. « Quoi » répondîmes Elisabeth et moi à l'unisson. « Les anneaux ne se chargent pas. La créature a dû en toucher un quand elle est sortie du sas, dit-elle, l'air abattu. J'avais l'impression que l'univers tout entier essayait de nous tuer. Nous nous sommes tous les trois précipités vers une fenêtre. Nous avons été choqués de découvrir une profonde entaille sur le côté d'un des anneaux. Cela signifiait que notre seule chance était d'utiliser les moteurs principaux.
Nous pourrions nous éloigner suffisamment pour essayer de réparer les anneaux lors d'une sortie dans l'espace. Nous n'avions aucun moyen de savoir jusqu'où l'impulsion s'était propagée, nous avons donc perdu aucun temps pour les démarrer depuis la salle des réacteurs. Pravena a détourné toute l'énergie disponible vers les moteurs, y compris celle destinée au système de survie. 30 minutes plus tard, nous allions suffisamment vite pour que je puisse voir l'étoile organique s'éloigner lentement. Il restait 15 minutes avant la prochaine explosion. N'ayant plus rien à faire, nous nous sommes tous les trois mis à l'abri, en nous séparant par des portes au cas où nous ne serions pas assez loin de l'étoile. Les moteurs tournaient toujours. Nous sommes restés en contact permanent grâce au système de communication interne. Elisabeth surveillait l'explosion. Aucun d'entre nous n'avait jamais eu aussi peur, car nous savions désormais ce qui risquait de se passer. Notre destin était scellé. L'explosion se produisit, puis s'évanouit. Les deux autres se remirent à sangloter. Pour autant que je puisse en juger, nous étions tous sains et saufs. Je m'effondrais de soulagement, car c'était un souci de moi. L'un d'eux cessa de pleurer. « Elisabeth » appelai-je. « Je suis là, James. »« Je suis là » a répondu Elisabeth en pleurant. Le même crissement a retenti dans les haut-parleurs. Il était si fort que j'en avais mal aux oreilles. J'ai appelé Pravena. Mais il était déjà trop tard pour elle. Elle était dans la salle des capsules. À ce moment-là, je ne pensais qu'à Elisabeth. Je pouvais me rendre jusqu'à elle sans obstacle. Elle était dans la salle des communications. Je m'y rendis et la rejoignis. Il nous restait 1 heure. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait aucune chance de réparer l'anneau sans Pravena. Une fois la transformation terminée, Pravena se mit à frapper à la porte. J'écris ces lignes depuis la salle des communications avec Elisabeth. Je ne sais pas si mon message parviendra jusqu'à la Terre. Même si c'était le cas, il serait trop tard pour nous, car les communications à la vitesse de la lumière prennent encore 4 ans. Nous sommes tout simplement trop loin. Pravena vient de s'échapper de la salle des capsules. Elle sait où nous sommes et a commencé à essayer de faire de même avec cette porte. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je ne sais pas ce qui nous atteindra en premier, Pravena ou la prochaine explosion. Tout ce que je sais, c'est que nous ne voulons pas mourir. J'envisage de vider l'air de cette pièce. Elisabeth est d'accord et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Je la tiens dans mes bras et j'écris ceci de l'autre main. L'air se raréfie. Les humains peuvent survivre environ 6 minutes sans oxygène. C'est une mort atroce, mais bien meilleure que l'alternative. Ni Elisabeth ni moi ne regrettons d'avoir participé à cette mission. Nous avons la chance d'avoir rendu notre monde fier. Si vous lisez ce message, veuillez rester à l'écart de Proxima Centauri. Ce n'est pas ce qu'il semble être. La pièce est désormais complètement vide d'oxygène. Elisabeth a perdu connaissance. Je suis dévasté, mais je sais que je ne ressentirai pas cela très longtemps. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Envoyer.